parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Sur Espace TV, vous nous écoutez également sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous tous à l'international. En ce lundi, nous sommes le 26, évidemment, 27, c'est bien cela, 27 septembre 2021. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Plusieurs mois cependant, sauf à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Si vous nous écoutez à la radio, sinon ça se passe là également sur Facebook avec Sola Media. Nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les imams de Guinée sont-ils compromis? Se sont-ils compromis? Évidemment, c'est la question que Tamba pose ce matin. Ont-ils accepté d'accompagner le troisième mandat? Le débat a cours, en tout cas, dans la cité depuis la sortie de l'imam Haïdara sur nos antennes. Il reprochait aux hommes de Dieu leur silence face donc à la dérive du troisième mandat, face aux morts et face aux violations graves des droits humains en Guinée. À d'autres, en particulier à ceux de la Ligue islamique nationale, il fait le procès donc d'avoir préféré l'argent et les voitures à la vérité. Et ça, ce n'est pas le goût du grand imam de la mosquée Faïsal de Conakry. Et là, Mamadou Saliou Kamara s'exprime sur le sujet et nous fait part évidemment de son avis sur la transition. Il sera avec nous dans cette émission ce matin. Depuis sa bibliothèque et ses activités agricoles, dans le calme de la campagne, il suit l'animation de la vie publique et politique de son pays. Hier, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Baïlo Teluel Diallo est l'auteur d'insurrection idéologique, dialogue entre la jeune génération d'activistes et le révolutionnaire panafricain, qu'il continue d'être un mix générationnel dont le débat revient vigoureusement, évidemment, avec la transition. Baïlo Teluel Diallo est notre deuxième invité ce matin, ancien ministre de la Transition. Il sera avec nous dans cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre avec l'équipe du jour. Mon cher Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, Ibrahim Bantankoba, de retour évidemment sur Radio Espace. Et chez lui, Bantanko, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Bienvenue, mon cher Bantanko. Merci. Comment ça va ce matin? Oh, très bien. Bien. On revient au pays après combien d'années? 3 ans maintenant. 3 ans. Parce que la dernière fois j'étais là en 2018. Ouais. Et après maintenant l'arrivée de cette pandémie, ouais, on a un petit peu repoussé donc le retour et voilà, nous sommes là encore. Bien. Et je vais profiter de cette occasion pour dire merci à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Espace et Espace TV. Ouais. Bien. Et bien maintenant qu'on va de retour évidemment. Madame Yoro est là, carton total. Dja, bienvenue, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Félicitations. Merci. Félicitations au groupe, wow, à toute l'équipe. Mais je sais que voilà. C'est ça. Ouais. Elle est artisane en fait de ce qui s'est passé vendredi. Oui, bien sûr. Ah oui, il fallait le faire. C'était formidable. Il fallait le faire parce que j'ai réfléchi, j'ai dit mais tiens Lamine, depuis le 5 là, ouais, ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de femmes sur le plateau. Ouais, c'est vrai. Il fallait le faire. 52%. Il fallait remédier à ça et on a réussi. Ouais. C'était le haut niveau. J'ai adoré, c'était le haut niveau. Ouais. Et c'était une réponse à Tamba. Ouais. Quand j'ai dit la primature aux femmes, il dit mais qui? Ouais. Qui? Vous avez compris, c'est les 52%. Bien, Antoine Kourouma de retour. Bienvenue, mon cher Antoine. Bonjour Lamine. Ça va boxer ce matin. Ah ben, boxer, Antoine. Je ne le souhaite pas parce que on a affaire là à un leader religieux. J'ai pas dit le contraire. Voilà donc. Antoine qui fait des concessions. Diba Milimono, nous écoute en ce moment. Diba, je t'ai prévenu hier. Parlant de l'émission de vendredi, c'est d'ailleurs une occasion pour dire à Moussa Hiro, au regard du succès de cette émission de vendredi, que ce serait bien qu'elle pense à une émission de femmes. L'émission Question de femmes. Ben oui, il y en a. Mais je le dis officiellement à l'antenne. Ce serait bien que Moussa Hiro gère cette émission avec un format plus amélioré, un plateau entre femmes, pour causer des questions liées aux femmes. Parce que ce serait intéressant qu'on le fasse. C'est une discrimination positive. Pas du tout. Ça se passe ailleurs. Bon, positive. Eh ben, le mot positif, je ne l'avais pas vu venir. Ça serait bien que cette émission soit animée sous forme de plateau entre femmes leaders
pour discuter de questions de société, des questions que nous vivons tous les jours. J'y ai pensé hier et j'espère que ce sera mis en pratique. Les grandes gueules. On verra bien ça. Allez, on s'intéresse à l'actualité, mon cher Jacques Lewalino. Certaines frontières restent fermées. Vous nous apprenez ce matin, Jacques. Oui, les frontières restent fermées. Vous savez, quand le colonel Doumbouya a pris le pouvoir, il avait fermé toutes les frontières. Ouais. Mais il se trouvait qu'il y a d'autres qui étaient déjà fermées depuis longtemps par le pouvoir d'Alpha Condé. Ouais. Des dispositions avaient été prises parce que c'était au même moment, à la veille de la présidentielle de 2020, qu'on a fermé certaines frontières, Sierra Leone, Guinée-Bissau, ensuite le Sénégal. Et bien entendu, le président Alpha Condé avait déjà ouvert les frontières avec la Sierra Leone, sauf que pour le Sénégal et la Guinée-Bissau, on était encore en train d'attendre. Il y a eu un sommet à Accra au cours duquel les différentes parties ont discuté, surtout avec le Sénégal. Ils ont eu un conseil de défense, semble-t-il, et puis il y a un communiqué qui avait été signé à l'époque. Donc, il y a certaines recommandations qui avaient commencé à être mises en œuvre. Le coup d'État est arrivé et le colonel Doumbouya dit qu'il va ouvrir toutes les frontières. Le dernier communiqué parlant de l'ouverture des frontières a été lu à la télévision nationale en début de semaine, je crois mardi, et il était dit que le 24, on devrait ouvrir la frontière avec le Sénégal, et le 25, ça devrait être celle de la Guinée-Bissau. Sauf que dès qu'on a annoncé cela, parce que nous avons AOB qui est très vite parti sur les lieux, beaucoup de commerçants des deux côtés ont pris leur camion pour venir vivre cet événement et le 24. Sauf que on n'a pas ouvert la frontière. Lui au moins il a pu glaner quelques informations sur place, pas avec les autorités, mais avec les populations qui expriment leur angoisse, qui expriment leurs difficultés. Mais tout le monde attend, n'est-ce pas, Conakry. Il y a un communiqué qui annonce l'ouverture des frontières. Il n'y a pas un autre communiqué qui dit le contraire, mais les frontières n'ouvrent pas. Pour la Guinée-Bissau, là, à Fulamori, où Salif Ould Cissé a été dépêché aussi, il y a une forte présence militaire, donc côté guinéen, mais il n'y a pas d'ouverture de frontières. Ce matin, j'ai pris langue avec le sous-préfet de Fulamori qui m'a répondu par 2 fois négatif. Donc il attend toujours un communiqué qui viendrait, n'est-ce pas, de Conakry. Je crois qu'il est important que les nouvelles autorités puissent communiquer. Si elles se sont rétractées, qu'elles disent les frontières ne vont pas ouvrir. Mais il y a un communiqué qui dit les frontières vont ouvrir et puis les dates sont indiquées. Il n'y a pas un autre communiqué qui demande, mais sur le terrain, les instructions, je crois, en sourdine, disent le contraire. C'est un peu dommage. Voilà, c'est très dommage. Voilà. Comment comprenez-vous, évidemment, cette actualité, Bantanko? Oui, il faut noter que nous devons éviter donc de tomber dans une certaine mise en scène, c'est-à-dire annoncer une chose et faire une autre. Parce que il faut le dire, on a vu beaucoup donc d'annonces qui ont été faites, mais il y a toujours un manque de suivi. Et c'est surtout là où le bas blesse, dans ce pays-là. C'est justement le suivi, parce que vous avez vu donc les habitants des deux côtés se sont empressés d'aller au niveau des frontières pour vivre en live donc l'ouverture des frontières, mais on constate qu'à la dernière minute cette ouverture annoncée n'est pas effective. Alors les autorités ne communiquent pas en retour pour expliquer pourquoi donc l'acte n'a pas été joint à la parole, parce que c'est surtout ça. Quand il y a une modification, il faudrait automatiquement venir encore devant donc la presse pour faire une annonce officielle, dire que nous avions annoncé l'ouverture des frontières à cette date, mais compte tenu de certaines qu'est-ce qui n'a pas marché, il y a eu un changement de calendrier, et puis voilà, comme ça, chacun va continuer à vaquer à ses affaires et chacun est informé de son côté. Mais là encore, il faut dire qu'on est en train de manquer donc cette communication que tout un chacun attend de nous. Justement, je pense que ça serait intéressant de voir un petit peu au niveau de CNRD pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Certainement, il y a des suspicions. Peut-être, est-ce que le CNRD a les bonnes informations? Quelles sont les informations qui remontent du terrain? Est-ce que cela favoriserait tout le monde, arrangerait tout le monde? C'est la question
question qu'il faut se poser parce que vous savez qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait au niveau de ces frontières. C'était fermé, mais il y avait un trafic qui était organisé parallèle. Là, des gens qui se sont enrichis autour de ça parce que ils faisaient payer quand même à chaque barrage, à chaque passage. Il y avait de l'argent qu'on faisait payer à des populations. Officiellement, c'est fermé, mais on fait payer de l'argent pour que les gens puissent traverser. Il y a surtout des conducteurs de taxi-moto. Beaucoup de personnes ont réussi à implanter leur petite entreprise, s'il faut le dire comme ça, de transport, pour faire le transport clandestin, faire passer des gens, pas par le barrage officiel, mais par des endroits qui sont souvent connus. Est-ce que les informations qui sont remontées sont bonnes? Est-ce que c'est une façon de pérenniser cette forme d'arnaque qu'on opère sur les populations? Moi, je me pose bien des questions parce que on a eu cet élément de reportage qui est passé le week-end, notamment, comment on appelle, samedi chez nous, avec Alpha Ousmane Ba qui s'est rendu sur les lieux. Ce serait bien qu'on creuse davantage, qu'on essaie de savoir ce qu'il en est réellement pour comprendre cette situation. Voilà, on va essayer de partir sur le terrain, joindre Alpha Ousmane Ba si le réalisateur le veut, évidemment du côté de la radio. Alpha Ousmane Ba, je pense qu'on l'a en direct évidemment dans cette émission ce matin. Alpha Ousmane, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour Lamine et bonjour à toute l'équipe de GG. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Alors, question ce matin, Jacques Liwa nous apprend que les frontières, nada, il n'y a pas d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe de ce côté, mon cher Alpha Ousmane? Bon, ce qui se passe ici, tout le monde est à l'attente. D'abord, je me suis rapproché des autorités locales de Koundara où j'ai eu l'accès à certains rapports qu'ils ont produits pour Conakry. Dans ces rapports, c'est mentionné que les conditions de sécurité, les conditions sanitaires, tout est au bon fixe, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc les rapports sont remontés à Conakry et c'est le communiqué des nouvelles autorités militaires de Conakry qui sont attendus. Mais je vais vous dire une chose, vous savez, la frontière avec la Guinée-Bissau, c'était prévu le 20 pour un premier temps et le Sénégal devrait ouvrir en dernière position, c'était prévu le 24. Et finalement, il y a eu un petit report qui n'est pas, disons, officiel parce qu'on avait dit que finalement, c'est la Guinée-Bissau qui allait ouvrir le 24 et le Sénégal le 25. Et surtout le 24, tout le monde attendait, c'est la situation qui prévaut ici. Vous allez comprendre que tout le monde vraiment, tous les habitants de l'Axe qui avaient leur business bloqué de l'autre côté de la frontière, tout le monde s'est rapproché c'est des milliers de personnes qui sont arrivées dans la ville de Koundara avec des camions, je vous rassure. Il y a eu même des commerçants, des producteurs de Dalaba qui ont chargé les camions remplis de choux et d'ananas qui sont arrivés à Koundara dans l'espoir. Dès qu'on baisse la barrière, qu'ils traversent et aller vendre leurs produits, parce qu'ils se disent être impactés depuis l'an dernier, ils n'avaient pas pu écouler parce que faute d'absorption sur le marché local, ces gens-là étaient là. Et tout le monde était dans ce sens-là. Quand vous prenez le centre de santé urbain de Koundara, c'est des milliers de personnes. Le personnel est débordé pour les vaccinations. Il y a des milliers de personnes, oui. La question, parce que vous dites bien que vous avez eu accès à ce rapport produit par les autorités locales. Il y a un seul communiqué qui est passé, annonçant donc l'ouverture de la frontière. Est-ce que les autorités vous ont au moins informé qu'il y a un autre communiqué qui dit le contraire? Non, pour le moment, aucun communiqué. Mais ils m'ont dit tout simplement que la décision n'émane pas d'elle. C'est plutôt, vous savez, chaque soir, c'est le communiqué du CNRD qui est attendu à la télé. Chaque soir, on annonce que, parce que si vous avez suivi le dernier communiqué passé sur la frontière avec le Mali, Bamako, on avait annoncé un jour, on a dit que c'est le lendemain de l'ouverture de la frontière. Peut-être vous avez vu les images, tout le monde est allé. Donc c'est le communiqué là qui est attendu ici pour aller ouvrir. Parce que les autorités déjà, la date est là. Et même, certaines autorités locales avaient fait des tournées de prise de contact dans toutes les sous-préfectures de Koundara pour leur dire que c'est fini le calvaire. Donc les nouvelles autorités vont ouvrir les frontières. Et ces autorités locales aujourd'hui ont ce poids sur la tête de savoir que vraiment ils avaient informé les populations que ça va ouvrir et jusqu'à présent ça n'a pas ouvert. Donc c'est eux qui ont ce poids moral sur la tête encore. Eux aussi ils n'ont pas le pouvoir d'ouvrir. En tout cas, tout le monde a les yeux rivés sur les nouvelles autorités militaires de Conakry parce que c'est là-bas où la situation se passe. On avait demandé hier, ils m'ont fait savoir que peut-être c'est parce que la date a coïncidé au week-end. Peut-être qu'on ne voulait pas prendre des décisions de ce genre vraiment le week-end et tout. Mais apparemment, ça c'est lui qui m'a informé, m'a dit tout simplement ça, c'est un avis personnel. Mais ce qui est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas bien ou qu'il y a une mésentente au niveau de Conakry vraiment qui pourrait retarder un peu cette situation.
Bien. Alpha Ousmane Ba du côté de Garol, c'est bien cela, hein? Voilà. Koundara, voilà, c'est bien cela. Merci beaucoup. En tout cas, Obi, on va suivre ça de près, évidemment. Merci à vous tous à l'international. Les GG continuent sur Espace. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Un peu plus tard, sous les coups de 10 heures, je me ferai plaisir de lire quelques commentaires, évidemment, que vous avez bien voulu laisser là sur Twitter. Les imams de Guinée se sont-ils compromis? C'est la grosse question que nous posons ce matin chez les GG. Ont-ils accepté d'accompagner le 3e mandat? Le débat a cours dans la cité depuis la sortie de l'imam Haïdara sur nos antennes. Il reprochait donc aux hommes de Dieu leur silence face à la dérive du 3e mandat, face aux morts et face aux violations graves des droits humains en Guinée, en particulier à ceux de la Ligue islamique nationale. Il fait le procès d'avoir préféré donc l'argent et les voitures à la vérité, et ça, ce n'est pas du coup du grand imam de la mosquée Faïsal de Conakry. Et là, Mamadou Saliou Camara était dans nos locaux, patatras, il est parti. Il demande à ce qu'on l'appelle au téléphone, ce que nous essayons de faire aussi, si évidemment il peut intervenir en direct ce matin sur Radio Espace et dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Dans sa bibliothèque et ses activités agricoles, dans le calme de la campagne, il fait l'animation de la vie publique, et politique de son pays. Hier, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Baïlo Teluel Diallo est l'auteur donc d'insurrection idéologique, dialogue entre la jeune génération d'activistes et le révolutionnaire panafricain, qu'il continue d'être un mix générationnel dont le débat revient vigoureusement avec la transition. Baïlo Teluel Diallo, ancien ministre d'Alpha Condé, sera avec nous ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mon cher Moussa, on s'intéresse à cette enquête évidemment du côté de Celcom Guinée. Vous dites ce matin Celcom Guinée donc et les 3% de Ouassaba, mon cher Moussa Moïsi là. Oui, j'avais annoncé donc un certain nombre de dossiers dont on devait parler la semaine dernière. Et ce dossier, c'est donc un dossier que je peux qualifier de dossier chaud, puisque c'est un dossier qui commence dès le début de la création de la société Celcom Guinée. Tout le monde se souvient que cette société, à l'époque de la révolution du GSM, a été lancée en toute pompe avec l'arrivée de la mégastar planétaire à l'époque Econ, au stade du 28 septembre. Donc c'est en ce moment que les gens ont découvert véritablement la société Celcom, qui a contribué à l'image des autres, de Areba, de MTN, à donc démocratiser un tout petit peu le secteur. Ouais. Donc, Ouassaba Sport, on l'appelle communément comme ça, Alaï Sidibé. Ok. On l'appelle Ouassaba Sport, c'est un homme d'affaires qui est donc connu en République de Guinée. Il a été contacté lorsque la société Celcom devait s'implanter ici en Guinée. Il a été contacté donc par Celcom BVI, qui est la société mère qui se trouve donc aux îles Vierges britanniques, du côté donc de l'Angleterre. Il a été contacté dans le but, attention, Celcom, attention, ça va passer de toutes les façons. Donc on est habitué. Donc il a été contacté, approché en tant que Guinéen, homme d'affaires. Il a été approché pour mener des démarches administratives, pour faire de la facilitation en vue de l'obtention de l'agrément de la licence de la société Celcom Guinée. Il n'était pas le seul, il y avait d'autres Guinéens, mais chacun a pu apporter son grain de sel. Alaï Sidibé donc a poussé son réseau relationnel, son carnet d'adresse pour faciliter l'obtention de la licence. Ce qui a été fait avec le concert et tout. Donc ensuite, il a été établi entre lui et la société Celcom des documents qui démontrent que véritablement lui, Alaï Sidibé, il est actionnaire de la société à hauteur de 3%. Il y a ce certificat qui a été émis, donc c'est en anglais, Celcom Enterprise Limited, donc qui donne, n'est-ce pas, Ahmed. D'ailleurs, ils sont deux dans ce studio ce matin. Depuis que Colonel Doumouy a dit diaspora, ils ne font qu'arriver, Bantak aussi est arrivé. Il n'y aura pas de poste pour vous ici. Donc Celcom Entreprise, donc, qui fait ce certificat pour reconnaître que M. Alaï Sidibé donc, est détenteur de 3%
des actions de l'entreprise. Donc, il a été représenté à l'époque par cette dame qui s'appelle Linda Jill Keonan, qui l'a représenté. Donc, à ce niveau, ce dossier, moi, je vais exposer les faits qui m'ont été racontés parce qu'on a rencontré les deux parties. Les documents qui m'ont été remis par la partie de Wasaba Sport, sont ces documents que je vais exposer. Ensuite, en bas, s'occupera de la partie de Maître Tal. Voilà. Allez, il est avec nous. La partie de Selcom Guinée plutôt. Voilà, il est avec nous dans ce studio. Baka, bonjour. Non, je savais que... Bonjour Baka. Oui, bonjour, comment bien, ça va? Ça va très bien. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est le nom de mon arrière grand-père. Bien. Bonjour Baka. Ça va? Bien. Des grandes gueules. Et donc, si tu permets Moussa, j'aimerais justement sur cet élément démarrer justement. Oui, je voudrais bien démarrer. Non, tu es dans l'état, tu vois. C'est bien que tu verras que c'est bien que je démarre là-dessus sur ces éléments de contractualisation entre Aladji Sidibé finalement, Wasaba que tout le monde connaît plus communément, et finalement la société Selcom Guinée, et puis on va voir finalement entre Selcom Télécommunications Limited, bon, puisque vous êtes là, on va s'essayer à prononcer quelques mots d'anglais, et puis entre Selcom Enterprises Limited aussi. Les grandes gueules. On va voir cela. Tu dis Limited? Ok, d'accord. Donc je vais dire Limited, c'est mieux. Faut pas l'écouter. Donc de tout cela, il va être question. Selcom, on sait, le numéro 1, c'est vous. Selcom, les 650 minutes gratuites. À l'époque, Antoine a connu sa première vraie amourette grâce aux gratuités de Selcom. Les 650 minutes de communication bien gratuites. Selcom, c'était aussi le joli concert de lancement, hein, avec Econ. Econ, finalement, avec sa chaîne qui a failli lui être volée ici au stade de ce que ça a pu donner. Selcom ouvre en pompe en Guinée et c'était très bien, parce que ça déconcentrait un peu la téléphonie mobile auprès quand même du secteur privé. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter à un premier accord. C'est un accord de principe dont l'image va s'afficher tout à l'heure. C'est un accord donc de service, de consultance qui est contracté. Et cet accord de consultance va être contracté entre Selcom Enterprises Limited, qui est représenté, il faut bien retenir ce nom-là, qui est représenté par Yoran Cohen, qui va à la fois représenter Selcom Enterprises Limited et Selcom Guinée SA. Donc il y a une différence entre les deux entreprises. On va le voir tout à l'heure. En fait, plus tard, vous allez observer qu'il y a un enchevêtrement. Un enchevêtrement dans les actions qui sont prises. Moussa saura bien éclaircir tout ça. Alors, au terme de cet accord de consultance entre Aladji Sidibé, c'est pas pour rien que je reviens là-dessus, parce que c'est le nom qui figure sur les documents officiels de contrat entre Selcom Guinée SA et Wasaba. Le premier élément, parce qu'il s'agit d'au moins 5 éléments à l'intérieur de cet accord-là, mais les deux plus importants s'affichent maintenant à l'écran. Le premier, c'est qu'on contracte un accord, justement, entre Selcom Enterprises Limited et Wasaba pour une période de 3 ans. Cette période va justement du 1er septembre 2006 au 31 août 2009. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Et on va voir plus loin ce qui a été demandé à M. Wasaba. Le deuxième élément, comme on a pu justement le voir, c'est que pour tous les services rendus par Wasaba, après qu'il aura fini de rendre ces services-là, on va revenir sur ces services, finalement, il aura droit à 3% justement, du capital de la même entreprise, c'est-à-dire Selcom Enterprises Limited. Il aura droit à ces 3%, après toutes les prestations qui vont lui être données. Mais là, il s'agit de prendre part au capital de l'entreprise. Il y a un volet rémunération qui va être présenté tout à l'heure, mais je ne parle pas de cela. Le premier moment dont il s'agit, c'est les rémunérations d'un montant d'1 400 000 dollars américains. Mais il ne s'agit pas de cela.
Le deuxième moment de la rémunération, c'est celui qui porte sur les parts à gagner sur Celcom Enterprises Limited. Donc ça, c'est le premier document. Après cet accord qui va justement octroyer à Celcom des services d'un consultant, M. Ouassaba, il y a le deuxième moment où on va à un protocole d'accord. Vous savez, l'accord premier est comme un accord de principe. On s'entend quand ça va commencer, voici tes responsabilités, voici nos responsabilités. Lorsqu'on veut formaliser ça, on va à un protocole d'accord. Et ce protocole d'accord garantit et sécurise les engagements de chacune des parties. Et donc ce qui va se faire, et c'est la deuxième image qui va s'afficher maintenant, je rappelle que le premier document, il date de septembre 2006. Donc quelques mois plus tard, disons 3-4 mois plus tard, on arrive à un protocole d'accord qui lui est signé du 10 janvier 2007. Finalement, ce document-là, vous le voyez bien, il est encore signé avec ce Yohan Cohen, qui représente à la fois Celcom Guinée SA, mais qui représente, parce que ça c'est un protocole d'accord avec Celcom Guinée SA. Mais c'est le même signataire pour ce document donc, et c'est le même signataire pour le premier document dont je vous parlais. Oui. Le premier document qui porte sur les 3% de parts à donner à M. Sidibé. Ce deuxième document que vous avez sous les yeux, il porte finalement sur une rémunération. Donc il y a deux éléments importants, des responsabilités pour M. Ouassaba, des responsabilités pour Celcom Guinée. La première responsabilité donc, c'est de demander à Ouassaba de négocier et d'obtenir une licence de télécommunication en République de Guinée qui va être exploitée par Celcom Guinée SA. Donc la société anonyme Celcom Guinée pourrait opérer en Guinée grâce à une licence d'exploitation de GSM qui aura été facilitée par Ouassaba. Donc ce qu'on lui demande, démarche pour nous. En clair, c'est un démarcheur. Ouais. C'est ce qu'on lui demande. Première chose. La deuxième chose, c'est que si tu réussis, tu seras rémunéré après l'obtention de la licence. On ne te rémunère pas avant. Donc, fais le boulot, tu fais le job, donc, et ensuite, on te rémunère. Exactement, c'est de cela qu'il s'agit. Okay. Maintenant, une des responsabilités de Celcom Guinée SA, qui a été représentée par, encore une fois, le même signataire, M. Yohan Cohen, on lui demande donc finalement, Celcom s'engage à payer les honoraires dus à Aladji, donc Ouassaba Sport, comme on l'appelle souvent, sur présentation de factures justifiées. Donc lorsque Ouassaba présente des factures, on les lui paye. Première chose. Ils se sont même entendus, d'après les termes du protocole d'accord, qu'ils s'accordent à accepter le principe que chacune des factures soit vérifiée avant d'être payée. Maintenant, la deuxième grande responsabilité, il y en a, mais ce sont vraiment les plus importantes qui sont présentées. La deuxième grande responsabilité, c'est de dire, écoutez, on va payer les montants, mais sur un compte que tu vas nous spécifier. Mais ça, c'est après vérification des pièces. Ouais. Ce qui nous amène à parler de montants acceptés. Donc après vérification, ce qu'on entend finalement, on te le paie. Ça, c'est donc un deuxième moment qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais attention, les rémunérations portent sur les prestations de Ouassaba. Elles ne portent pas sur les parts, les 3%. Sauf que le même qui signe le document du protocole d'accord pour Celcom Guinée SA est le même qui signe les documents pour les parts qui sont attribuées à M. Ouassaba. Vous allez voir pourquoi je suis en train d'insister là-dessus quand Moussa reviendra et qu'il prendra la parole. Et puis je veux quand même apporter donc un détail sur la façon dont ces rémunérations ont été prévues. Les grandes gueules. Et cette fois, ce n'est plus M. Yohan Cohen qui va signer le document. Dans un courrier, c'est la troisième et dernière image qui va s'afficher maintenant. Dans un courrier officiel qui a été adressé à M. Ouassaba, on peut voir un peu un échelonnement des paiements. Le premier montant qui devait donc être payé à M. Ouassaba, c'est un montant qui allait être payé le 15 mars 2012. C'est 50 000 dollars américains. Ce montant a été payé. Nous avons pu accéder à des justifs pour ça. Le deuxième paiement suivrait 5 jours après. Donc le 20 mars 2012, il recevrait un paiement, encore une fois, sur un compte bancaire qui aura été désigné par M. Ouassaba, donc 650 000 dollars américains
qui devaient lui être versées. Nous ne pouvons pas attester, à moins d'informations contraires, que ce montant ait été payé, mais ça n'a encore une fois rien à voir avec les 3% qui sont des parts finalement que le monsieur détient par le fait qu'il est permis d'accéder à une licence à Celcom Guinée SA. Et puis le dernier paiement, c'est en date du 28 février 2013 pour un montant de 700 000 dollars américains. C'est donc un peu de cette façon. Vous avez vu la somme, c'est 1 400 000 dollars américains de prévu pour ces prestations. Mais attention, comme vous avez pu le voir, il ne s'agit que de rémunération sur le travail. Maintenant, où se trouve le problème? Le problème est au niveau des dividendes. Parce que depuis ce protocole d'accord qui engage Celcom et qui a engagé finalement, qui a mis en relation Celcom et M. Ouassaba, d'après les informations que nous avons pu obtenir, et je le dis comme ça, je lance les choses, Moussa reviendra amplement sur les détails. Donc, M. Ouassaba déclare ne jamais avoir obtenu ses parts de dividendes. C'est-à-dire que, pour parler simplement, nous sommes à 3, nous investissons dans une affaire, moi, Ahmed, Jacques, et chacun tient des parts à hauteur de 30, 40 et 30%, conformément, proportionnellement à ses parts dans l'entreprise. Lorsqu'il y a du bénéfice, on se les partage de cette façon-là. Les grandes gueules. Des dividendes. Donc sur les bénéfices à réaliser. Ce qui se passe, c'est que depuis la signature, donc, je rappelle encore une fois, depuis 2007, jusqu'au moment où nous sommes en train d'en parler, M. Ouassaba n'aura pas accédé à un rang sur les dividendes. Justement, un rang de dividendes. Mais la raison, elle est simple. Nous avons approché justement l'avocat de Celcom Guinée, donc celui qui défend les intérêts de Celcom Guinée, c'est bien Maître Tal Amadou Baïdi Habib, c'est lui qui défend donc les intérêts de Celcom Guinée, et il nous dit que c'est assez simple. Celcom Guinée n'a rien à voir avec cette histoire de 3%. Et ce n'est pas pour rien que j'insistais dès le début que M. Yoran Cohen est le même qui, au nom de Celcom Enterprises Limited, a engagé M. Ouassaba à agir. Vous vous souvenez bien de l'accord de recrutement d'un consultant dont je parlais tout à l'heure. Il recevait au terme de cet accord-là 3%. Mais pour pouvoir installer Celcom en Guinée. C'est ce même monsieur qui représente jusqu'à dernièrement les intérêts de Celcom, qui représentait jusqu'à dernièrement les intérêts de Celcom Guinée. Mais d'après l'avocat, vous avez travaillé pour Celcom Enterprises Limited, pas pour Celcom Guinée SA. Enfin, en termes de droit, chaque organisation a une personnalité juridique. Et donc, on se pose ainsi la question, c'est de cette façon qu'il présente les choses. Bon, celui qui a signé le dernier document, et c'est là l'élément de questionnement que je soulève, avant de passer la parole à Moussa Moïse, c'est que le signataire du dernier courrier, le courrier dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'échelonnement des paiements, le signataire de ce courrier est en fait le PDG de Celcom Télécommunications Limited, basé finalement aux îles Vierges britanniques. C'est un peu la maison mère, c'est un peu le grand patron du groupe. C'est lui qui a payé ces montants-là pour les prestations de M. Ouassaba au compte de Celcom Guinée SA. Parce que ça, sont les 1 400 000 sont des prestations. Donc c'est donc l'entreprise mère qui va payer ce montant-là et pas Celcom Guinée. Et donc les questions que je me pose, pourquoi le même signataire pour Celcom Guinée SA et le même signataire pour Celcom Enterprises Limited? Première question. La deuxième question, pourquoi la société mère accepte de payer pour Celcom Guinée, et maintenant quand on demande à Celcom Guinée de payer le montant des dividendes, la société guinéenne va tout simplement dire on n'est pas concerné, son contrat il a passé avec une autre personne, il n'a qu'à parler avec cette personne-là. Il y a donc une sorte d'enchevêtrement à l'intérieur de la démarche qui fait que quand le montant est petit, ça va, on peut payer, c'est la famille. Quand le montant il est important, il faut aller voir quelqu'un d'autre qui a signé à la place, et un long périple judiciaire s'est ouvert. Moussa Moïse
en sait davantage avec lui, justement, pour plus de détails et la position de Ouassaba. Voilà, allez-y, mon cher Moussa. Mais écoutez, donc je ne vais pas reprendre tout ce que Tamba a dit. J'ai présenté un premier document qui est donc un certificat qui contient des écritures attestant que Ouassaba Sport détient donc 3% de Celcom. Parce que la prestation, comme il a signalé, la prestation qu'il a faite, les démarches qui ont été rémunérées en partie plus tard, ces prestations sont différentes des actions qu'il a pu donc avoir au sein de l'entreprise. Donc, ce document a été émis et l'original existe parce que j'ai exigé de voir l'original de ce document. Ensuite, vous avez ce manuscrit. C'est vrai, c'est fait comme ça à la volée, mais vous avez un timbre dessus, vous avez des signatures, toujours du même Yoran Cohen, qui donc agissait au nom et pour le compte de Celcom. Parce qu'à l'époque, Celcom Guinée SA n'était pas encore créé. Il n'y avait pas encore eu d'assemblée constitutive au cours de laquelle les actionnaires prennent part et on définit bien entendu les différentes actions que chacun détient. Mais à l'époque, puisque la société n'était pas créée, c'est lui qui agissait au compte au nom de Celcom donc Guinée. Donc ce document en anglais, signé de lui en le 8 juin 2006, traduit par le ministère des Affaires étrangères, dit ceci: Celcom certifié, donc Celcom a accepté d'émettre des actions à Aladji Sidibé en service à Celcom Guinée. Comme suit, 3% des actions de Celcom Guinée pourraient être réglées comme suit, en espèces: 7 millions après 3 ans, 10 millions après 4 ans. Signé donc Aladji Sidibé, Yoram Cohen. Donc, ici, vous avez vu que les deux montants, ils n'ont pas mis de devise. Les grandes gueules. On ne sait pas si c'est en dollars, si c'est en euros, si c'est en francs guinéens. Et donc, de l'autre côté, Maître Tal dit, puisque le capital social de Celcom, à l'époque, c'était 100 millions de francs guinéens, on ne peut pas mettre quand même 7 millions de dollars, on ne peut pas mettre 3 millions de dollars. Donc, il se trouve que là-bas, on estime que c'est vraiment que si c'est trop, c'est 7 millions de francs guinéens, c'est 10 millions de francs guinéens. Donc, parce que ça n'a pas été précisé. Donc, Ouassaba, lui, répond que ça n'a absolument rien à voir avec le franc guinéen puisque les autres prestations ont été réglées déjà en dollars. Vous avez ensuite ce deuxième document qui a été traduit, toujours certifié par le ministère des Affaires étrangères. Dans ce document, donc, qui a été envoyé par la société mère, il est noté que les consultants acceptent, parce que Ouassaba n'était pas le seul, acceptent de rendre des services de consultance à Celcom en vue de soutenir l'exploitation de la société en République de Guinée. Le consultant rendra ses services pendant 3 ans, allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2009. Pour les services rendus par le consultant, il aura droit à 3% des actions de Celcom qui seront détenues par le consultant après la prestation de ses services. Le présent accord représente l'entièreté de l'entente parvenue entre les parties, l'unique accord exécutoire entre le consultant et Celcom. Donc, ce document a été fait le 1er septembre 2006. C'est-à-dire que ces actions, ces 3%, on parle de cela, ça rentre en action dès lors qu'il aura donc fini toutes ses prestations. Et vous avez donc ce document qui a été signé en septembre, le 1er septembre 2006, ça a été traduit par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, à la suite de cela, vous avez en date donc du 3e mois 2012, ce document qui est venu toujours de M. Yoram Cohen, qui a été certifié, donc traduit par le ministère des Affaires étrangères, où il dit à M. Sidibé: je voudrais confirmer que vous avez exécuté toutes vos obligations découlant de l'accord de consultance du 1er septembre 2006 entre la société Celcom BVI et vous-même. Selon les termes du dit accord, vous recevez et détenez 3% des actions de Celcom BVI. Mes salutations distinguées pour Celcom Entreprise, Yoram Cohen. Donc ça veut dire que sur la question des prestations, ce document certifie que la société a rempli donc sa part contractuelle à ce niveau-là. Même si c'est noté qu'il détient donc 3% de la société Celcom BVI. Vous avez donc le registre des membres de la société anonyme Celcom qui sont là. Et les membres donc sur cette liste, et vous avez également le nom de Sidibé qui est là avec l'ensemble des autres actionnaires également. Donc, il a attendu tout ce temps. Pour qu'il puisse recevoir les parts qui lui reviennent. Mais ça n'a pas été fait. Et du coup, voilà, les actions, je le trouve un peu, il y a trop de documents. Les actions détenues donc par Aladji Sidibé, les 3%, il a
attendu qu'il soit convoqué à l'Assemblée générale constitutive de l'entreprise qui s'est tenue. Il n'a pas donc été appelé, il n'a pas pris part, comme les autres actionnaires, à cette Assemblée générale constitutive. Il dit dans leur attendement qu'il appartenait quand même à M. Yoran Cohen, qui représentait la société Celcom ici en Guinée, de faire part à la société, à la filiale qui était là, la liste des actionnaires avec lesquels il a contracté quelque chose. Donc, il appartenait à Yoran Cohen d'envoyer cette liste-là lors de l'Assemblée générale constitutive, quitte maintenant aux responsables de Celcom Guinée de les convoquer afin qu'ils puissent venir prendre part à cette Assemblée générale constitutive. Alaï Sidibé n'a pas été convoqué au cours de cette Assemblée générale, donc son nom n'y figurerait pas, selon ce qu'on nous a appris. Donc du coup, il va attendre jusqu'en 2018 pour intenter un procès contre Celcom Guinée. Du coup, au niveau du tribunal de première instance de Kaloum, Celcom Guinée sera condamné à verser à M. Sidibé 65 millions de francs, 65 millions de dollars, calculés en fonction des 3% qu'il détenait depuis le démarrage de l'entreprise, donc en 2006, et 10 millions de dollars de dommages et intérêts qui vont être commués plus tard en 500 millions de francs guinéens. Eh bien, cette décision va être confirmée par la Cour d'appel. Ensuite, Celcom va interjeter appel, ça ira du côté de la Cour suprême, et la Cour suprême va donc émettre un arrêt pour arrêter l'exécution de la décision, parce que lorsque la Cour d'appel va agir, des huissiers seront pris dans le but d'exécuter la décision, et donc la Cour suprême va casser tout cela. D'ailleurs, le dossier doit repasser devant la Cour suprême ce mercredi, donc après-demain, pour décider de ce qui va être fait. Il faut dire que la société Celcom, on avait voulu la revendre à un moment donné, parce que selon les informations qui m'ont été communiquées, elle n'aurait pas une bonne santé financière, elle n'arrive pas à investir pour son développement et tout cela, parce que nous sommes à l'ère quand même du 4G et autres, donc elle n'arrive pas à se mettre au diapason des autres sociétés comme Orange. Donc du coup, la vente, elle a été stoppée parce que tout simplement, Wassaba a écrit à l'époque au ministre des Télécommunications, Mamé Diaby, pour lui dire: vous ne pouvez pas vendre cette société. Moi, je suis actionnaire de la dite société et je n'ai pas été réglé. Donc il y a des antécédents avec moi. C'est ceux qui donc auraient annulé. D'ailleurs, j'ai le courrier du ministre qui certifie que les actionnaires lui ont été présentés. Il ne s'agit pas seulement de M. Wassaba. Il ne s'agissait pas d'une fusion avec Sotelgui au hasard, ou ça? Mais ça, c'est ce qui a été décidé à la dernière minute maintenant. Là. Mais avant, il ne s'agissait pas de cela. Donc, du coup, la vente va être annulée. Parce que tout simplement, Celcom Guinée n'a pas réglé convenablement donc les 3% que détient Wassaba Sport. Donc voilà en résumé tout ce qui a été fait dans cette saga judiciaire. Et bien Wassaba ne laisse pas tomber, c'est le résumé de l'affaire. Sinon, il y a beaucoup de rebondissements là-dessus. Et il faut noter que à l'heure actuellement, Wassaba avait donc pris, vous savez, il y a de cela une semaine, au lendemain du changement de régime, il avait pris donc des huissiers avec l'aide donc de la gendarmerie pour aller fermer les locaux de Celcom Guinée. Et bien cette action a été interrompue net par des éléments de la gendarmerie, parce que tout simplement ils ne souhaitaient pas au lendemain donc du changement de régime qu'il y ait des soubresauts dans le pays. Ensuite, il a pu obtenir par une procédure judiciaire la saisie des comptes de Celcom Guinée. Il se trouve selon la partie de Wassaba que Celcom fait un peu dans le faux, en faisant de telle sorte que tous ces comptes soient déficitaires, de telle sorte qu'on ne trouve pas grand-chose au cas où la décision finale serait prise pour le régler, et qu'on dise: mais comment on peut payer 65 millions de dollars alors que nous sommes déficitaires? Regardez dans nos comptes, il n'y a que 5 millions de francs guinéens, il n'y a que 10 millions de francs guinéens. Donc il dit qu'ils ne sont pas du tout réglo en termes de finances à son égard, et qu'ils ne comptent pas donc se laisser faire. Bien. L'enquête, Moussa Moïsila, Tamba Zakari, Milimono. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Encore 3 minutes ensemble avant de partir avec la pause. Mon cher Ahmed, on a écouté cette enquête de Moussa et de Tamba Zakari Milimono. Écoutez, je pense tout simplement qu'on a voulu le gruger, mais c'est le rôle aussi du patronat guinéen de se lever et d'agir comme un seul homme. C'est pourquoi il faut avoir un patronat fort. C'est comme ça dans d'autres pays. Celcom doit répondre de ses actes. Ça, c'est de l'arnaque. Si ça s'est passé comme ça, c'est de l'arnaque. Ils devront donc
rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on prend aussi la justice, puisque la Cour suprême doit statuer sur le dossier, j'aimerais que peut-être l'homme d'affaires attende à ce que la justice se prononce définitivement, puisque déjà il a obtenu le blocage de leur compte, il a obtenu déjà pas mal d'actions. Le mieux, c'est d'attendre que la justice se prononce définitivement et Celcom devra agir. Si Celcom n'agit pas, je pense que ce sera donc la responsabilité des autorités guinéennes de défendre un Guinéen face à des gens qui sont venus investir. Il n'a pas volé. C'est un job qu'il a fait. Il doit être payé pour son job. Et concernant la fusion, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a réussi aussi à stopper cela, mais c'est une brèche aussi. Celcom ne devrait pas s'associer avec Sotelgui Guinée pour créer une entreprise nationale. Je ne suis pas d'accord. Si l'État, non, attention. Si l'État, oui, c'est l'État qui rachetait Celcom. Racheté comment? Ahmed, attends, non, ne peut pas parler. Non. Je dis bien, s'ils sont incapables. Je dis bien, si la Guinée est incapable de se trouver. Eux, ils n'ont pas besoin de licences, de gouiller pour des licences comme d'autres personnes. C'est quand même l'État guinéen qui met en place une société normale au lieu d'aller acheter une autre société. C'est quand même, non. Ces infrastructures-là, écoutez, si vous, je vais vous expliquer. Il y a des infrastructures à mettre. Je vais vous aider. Ces infrastructures-là, moi, je n'en ai pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu même des universités suisses qui se sont fait un moment pirater par des sociétés américaines. Puisque les ordinateurs qui étaient placés permettaient à ces sociétés américaines de pouvoir voir ce qui se passe au sein de ces universités. C'est le même débat. On a eu concernant le siège de l'Union africaine au niveau d'Addis Abeba. On sait pourquoi Huawei a du mal à s'implanter aux États-Unis. Parce que les Américains trouvent tout simplement que les équipements Huawei ont des systèmes. Voilà, ont des systèmes qui permettront aux Chinois de savoir ce qui se passe aux États-Unis. Donc moi je n'ai pas besoin des machines de Celcom. S'ils peuvent s'acheter des machines, qu'ils s'achètent des machines, c'est quand même. Là c'est le nationaliste qui parle. Non, c'est pas une question. Non. Quand on décide d'installer une sécurité, quand on décide d'installer une compagnie nationale, c'est d'abord pour une question de sécurité nationale. Regardez le président de la Guinée, même le professeur Alpha Condé, il avait des puces de société. Ok, non mais il reste. On garde toujours son titre. On garde toujours son titre. Un ancien ministre, on appelle toujours monsieur le ministre. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais pas rentrer dans cette terminologie. Je dis bien que même le président de la République utilisait des puces des sociétés privées. Vous pensez que c'est sécurisé ça? Des petits bambins peuvent s'asseoir à côté pour écouter même les conversations du président. Ce n'est pas sécurisé. Alors nous on n'a pas besoin de ces machines-là. Ils peuvent les prendre. S'ils veulent faire ça, ils n'ont qu'à faire. Mais en tout cas, nous on n'ira pas là-bas. Bien. Allez, la machine a allumé. On revient à 10h. Le cache-cache Radio Espace Guinée. C'est le nouveau jeu de Radio Espace. Tous les jours à 7h18 et 16h40. Jusqu'à 14 millions de francs guinéens à remporter. Comme la saison 14. Merci beaucoup, super. Vous voulez jouer? Envoyez maintenant cash par SMS au 8037.